Bonjour à toutes et tous. L'invité de cet épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média, Olivier Lecourt-Grandmaison. Bonsoir. Est avec nous à l'occasion de la sortie d'un livre d'intervention qui s'appelle Oradours coloniaux français contre le roman national. Un livre qui est sorti en relation avec le scandale suscité en février dernier, en février 2025, par Jean-Michel Apathy lorsqu'il avait parlé d'Oradours qui avait été commis par la France. Je le cite, « La France a commis de nombreux oradours coloniaux en Algérie ». C'est un livre d'intervention, je le disais. Ceux qui suivent le média connaissent bien Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est déjà venu plusieurs fois dans des émissions OSAP, On s'autorise à penser, précisément pour intervenir sur des questions directement liées à l'actualité. Cependant, ce livre-là, il est aussi lié à une œuvre de chercheurs, à plusieurs décennies de travaux sur l'histoire coloniale, qui ont été marqués notamment en 2005 par un livre qui s'appelait « Coloniser, exterminer », qui avait été à l'époque assez mal reçu dans la communauté historienne, et qui, s'il ressortait aujourd'hui, serait pleinement en phase avec des idées qui sont aujourd'hui débattues, alors qu'elles étaient, on pourrait dire, refoulées il y a encore une vingtaine d'années. Olivier Lecourt-Grandmaison, merci beaucoup d'être là, donc. Merci à vous. D'abord, peut-être, parlons de ce livre-là, de cette intervention, donc, contre le roman national. Si la sortie de Jean-Michel Apathy a fait un tel scandale, si elle lui a coûté si cher, c'est parce que, justement, c'est un crime de lèse-nation contre la France fille aînée des Lumières, un crime contre le roman national qu'il a commis en parlant d'Oradours commis par la France. Alors, deux remarques. La première, c'est qu'il faut rappeler que le scandale qui a consécutif à la déclaration de Jean-Michel Apathy est un scandale parfaitement construit par les extrêmes droites, par les républicains qui se croient tels, et par les mercenaires à la solde du groupe Bolloré, et notamment, je pense, à ces incultes, mais qui ont une puissance médiatique très importante, à savoir Cyril Hanouna et Pascal Praud, qui ont joué un rôle essentiel pour construire à la fois politiquement et médiatiquement ce scandale et faire en sorte que les politiques, mais parce qu'ils les ont soutenus également, relaient ce prétendu scandale et exigent la sanction de Jean-Michel Apathy. Alors effectivement, au fond, Jean-Michel Apathy a été politiquement et professionnellement sanctionné parce que ses propos touchent au fond ce qu'on pourrait qualifier de sacré, à savoir le roman national républicain, et à l'intérieur de ce roman national républicain, un chapitre essentiel de ce roman, ce qui est ce que j'appelle le roman impérial républicain, en précisant que le sacré ici doit être compris comme ce qui ne peut pas se toucher, sauf à commettre un forfait et un grand crime. Et c'est très exactement cela qui a été reproché à Jean-Michel Apathy, parce qu'on touche là à des représentations, des constructions discursives, des constructions idéologiques, des constructions politiques, indurées depuis très longtemps et qui font partie effectivement de cette mythographie nationale républicaine, dont il faut rappeler qu'elle date de la Troisième République et qu'elle a été forgée par ceux qui se sont lancés en 1885 dans la construction de l'Empire, Jules Ferry et ses alliés, et qui ont permis, entre 1885 et 1913, à la France de devenir la seconde puissance impériale du monde, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Et rappelez que de cela, les républicains sont extrêmement fiers. Ils mettent la construction de l'Empire au crédit de la République, de la Troisième, et évidemment, ils mettent aussi la construction de l'Empire à leur propre crédit, ce qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'Empire a effectivement été défendu non pas seulement par les républicains, par des radicaux socialistes, par les socialistes ralliés à l'Empire, et dans certains cas, et pour certaines colonies, faut-il le préciser, c'est le cas de l'Algérie, par la direction du Parti communiste, à la fin des années 30, lorsque Maurice Thorez théorise l'idée selon laquelle le peuple algérien est un peuple en formation. La conséquence de ce qui peut apparaître comme anodin est en fait gravissime, puisqu'étant un peuple en formation, il ne peut pas revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en l'occurrence de lui-même, plus exactement. Et donc, au nom
d'un universalisme bien intentionné. Ça renvoie au discours de Jules Ferry sur la mission. Ou réputé bien intentionné. C'est ça. Oui, absolument. En réalité, non seulement on est paternaliste, mais en fait, derrière la vitrine, il y a toutes sortes d'atrocités qui sont commises. Et ce premier livre dont je parlais tout à l'heure, ce livre de 2005, mettait déjà l'accent là-dessus, finalement. Oui, alors là, il faut distinguer deux périodes, parce que la période que j'avais principalement analysée dans Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial, et qui le sous-titre est très important, parce qu'il s'agissait, au-delà d'une analyse historique, d'une analyse destinée à comprendre les singularités et à mettre au jour les singularités, d'une part de l'État colonial comme état d'exception permanent, et d'autre part de la guerre coloniale comme guerre totale. La conquête de l'Algérie en particulier. Dans la conquête de l'Algérie à partir des années 1840. Alors ce qui est tout à fait singulier dans la conquête de l'Algérie telle qu'elle est conduite par le général Bugeaud dès lors qu'il est nommé gouverneur général, c'est que le massacre des civils, la déportation des populations, les herbicides commis par l'armée d'Afrique. Et ce n'est pas du tout anachronique, parce qu'effectivement, l'armée d'Afrique a détruit de fond en comble certaines villes, certaines oasis et certaines bourgades. Les herbicides. L'herbicide. Oups, la ville. Absolument. Assassiner une L'objectif était tout à fait clairement assumé. Il s'agissait, comme on le dit, et comme les militaires et les politiques le disaient à l'époque, de refouler les Arabes. Et le refoulement des populations indigènes est lié à ceci que très tôt surgit effectivement ce projet qui est de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Or, pour faire de l'Algérie une colonie de peuplement, il faut évidemment assurer aux colons la sécurité durable de leurs biens et de leurs personnes. Sinon, personne ne vient s'installer, évidemment. D'où, effectivement, des méthodes de guerre d'une extraordinaire brutalité et dont il faut rappeler qu'elles ne sont pas du tout cachées. Elles sont assumées. Les officiers supérieurs relatent dans leur correspondance, et une correspondance dont on peut penser dans certains cas qu'elle n'était pas uniquement destinée à être privée. C'est-à-dire, ils avaient pour ambition sans doute que ces correspondances ou cette correspondance soit publiée. Et dans ces correspondances, ils relatent avec énormément de détails les opérations qu'ils ont dirigées, les opérations qu'ils ont conduites et les massacres que, dans certains cas, ils ont perpétrés. Et en rappelant que l'ensemble de cette guerre, de ces guerres et de ces séparations sont parfaitement connues en métropole et soutenues en métropole. J'en veux pour preuve notamment que le très grand analyste, et je le dis là sans ironie, de la démocratie en Amérique, qui n'est autre qu'Alexis de Tocqueville, écrit dans un rapport officiel, puisqu'il est député à l'époque, qu'effectivement, il faut, je cite de mémoire en trahissant un peu la lettre mais pas l'esprit, qu'il ne faut laisser dans les territoires d'Abdelkader aucune ville, parce que, comme les militaires, Tocqueville est parfaitement conscient que pour anéantir la puissance politique et militaire et religieuse d'Abdelkader, on ne peut pas seulement frapper ses armées, il faut frapper les civils, les villes, les villages, qui lui apportent un soutien à la fois politique, matériel et éventuellement logistique et militaire. Il y a quelques mois, je lisais un livre sur le coup d'État du 2 décembre 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui met fin à la Deuxième République. Si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là que Tocqueville était député. L'auteur, qui s'appelle Arnaud Dominique Hout, travaille sur les sources primaires et il parle de la répression contre ceux, les républicains, qui refusent le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il cite le rapport fait par un magistrat du Nivernais, qui n'est pas favorable aux socialistes, aux rouges, aux républicains, mais qui raconte la répression. Et ce magistrat écrit « Les razzias continuent, les officiers se croient en Afrique ». Et il parle en fait de l'Algérie. L'Afrique, c'est l'Algérie. Il parle de la façon dont la répression porte contre les villages soupçonnés d'être républicains. Alors, rappelez, de cela, les contemporains sont parfaitement conscients, en tout cas certains d'entre eux. C'est le cas de Engels dans un texte sur la guerre civile en France. C'est le cas de Victor Hugo dans Les Misérables, qui fait référence relativement au massacre perpétré par les Républicains à Paris, dans le but d'écraser l'insurrection de juin 1948, Victor Hugo fait référence à Zacha et Constantine. Et il dit, ces officiers ont fait comme à Zacha et Constantine, et Victor Hugo n'a pas besoin de mettre de notes de bas de page parce qu'il sait que ses lecteurs lettrés comprendront très bien de quoi il s'agit. Et rappelez, parce qu'évidemment c'est très important,
que l'expression employée par une partie des officiers supérieurs qui écrasent l'insurrection de juin 1948 et qui sont par ailleurs des officiers supérieurs qui ont sévi antérieurement en Algérie, c'est le cas entre autres de la Mauricière, que ces officiers supérieurs désignaient les prolétaires et les artisans parisiens comme des bédouins parisiens. Et à ces bédouins parisiens, et l'expression est très commune, évidemment, à ces bédouins parisiens, on va appliquer des méthodes de guerre qui sont en partie empruntées, en effet, aux méthodes de guerre coloniale, ce dont Victor Hugo témoigne. Ça veut donc dire, et c'est sans doute l'une des premières fois, alors peut-être pas complètement, mais c'est sans doute l'une des premières fois où effectivement des techniques de guerre et des armes de guerre habituellement employées dans le cadre de conflits interétatiques, sont utilisés pour mettre un terme, et de fait écraser, une insurrection et une guerre civile. Et rappeler, c'est également très important, que Bugeaud, qui est à Paris, qui a été battu politiquement et militairement à la suite de la victoire de la Révolution de février 1848, ne désarme pas, si je puis dire, à ceci près qu'il troque le fusil pour la plume et écrit un ouvrage qui a été longtemps oublié, mais qui est très important, qui s'appelle « De la guerre des rues et des maisons », et qui est au fond le premier traité de guerre contre-révolutionnaire en milieu urbain, puisque l'objectif poursuivi par Bugeaud est le suivant: tirant le bilan d'un certain nombre de révoltes, de manifestations, d'insurrections, de révolutions qui ont lieu à Paris et qui est considérée comme une ville extrêmement dangereuse en raison de la présence de classes pauvres et dangereuses, il estime donc que l'objectif premier, c'est de sanctuariser Paris et de sanctuariser les lieux de pouvoir en installant en des lieux très précis de la capitale, évidemment, des forces militaires très importantes. Et il ajoute ceci, tirant là aussi le bilan de ce qu'il s'est passé antérieurement, il dit il faut écraser les manifestations dès lors qu'elles prennent un tour un peu insurrectionnel, afin d'éviter que ces manifestations se transforment en insurrections, qu'éventuellement ces insurrections se transforment en révolutions extrêmement dangereuses pour le pouvoir, dans la mesure où elles se déroulent souvent dans la capitale. Il y a souvent l'idée aujourd'hui que la façon dont les forces de l'ordre traitent les populations issues de l'immigration récente est un effet de retour de la façon dont étaient traités les colonisés. Mais en réalité, dès le 19e siècle, donc, on voit cet effet de retour en métropole. Absolument, c'est très ancien, et on peut rappeler par exemple que l'internement administratif, qui est une disposition exorbitante du droit commun, c'est-à-dire une disposition extraordinaire, qui a d'abord et avant tout été appliquée dans les colonies, qui est défendue par les juristes, mais qui sont parfaitement conscients que cette disposition, qui est une disposition qui donne plein pouvoir au gouverneur général, donc à une autorité administrative, et qui permet d'interner sans durée définie a priori et sans que le lieu de la détention soit défini a priori, cet internement administratif, d'abord massivement appliqué contre les indigènes, va être importé en métropole par un ministre de l'Intérieur de l'époque qui n'est autre que Albert Sarraut, qui fut plusieurs fois gouverneur de l'Indochine, plusieurs fois ministre des colonies, président du Conseil, donc ce n'est pas une personnalité secondaire de la Troisième République, et il est donc parfaitement au courant des dispositions extraordinaires du droit colonial, et qui importe l'internement administratif en métropole, dans un contexte où les étrangers, pour reprendre la formule employée par tous ou presque, sont considérés comme des étrangers indésirables, et la première application de l'internement administratif va concerner les réfugiés républicains espagnols qui fuient l'inexorable avancée des troupes du général Franco et qui, contrairement à la légende dorée de la France terre d'accueil, n'ont pas été accueillis mais placés dans des camps d'internement dans des conditions absolument épouvantables avec des taux de mortalité stupéfiants. Et donc cette procédure qui relève en fait du droit exécutif administratif, c'est ça, si je comprends bien, absolument. Sans passer par une procédure judiciaire régulière. Elle provient de l'indigénat, du dispositif juridique qui relève de la même logique. Elle provient de dispositions coloniales. Alors, rappelez qu'au-delà de l'épisode 1938, dans des conditions qui sont aujourd'hui beaucoup plus protectrices pour les personnes qui sont internées, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de faire appel de la détention administrative
administrative. Mais que c'est, encore une fois, l'internement administratif qui est aujourd'hui utilisé massivement contre les exilés en situation irrégulière, mal nommés clandestins, et qui sont effectivement placés dans des centres de rétention administratifs. Et rappelez que ce n'est pas nouveau. Une partie significative des manifestants du 17 octobre 1961 rassemblés à l'appel du FLN pour protester contre un couvre-feu raciste imposé par les autorités de la République à partir du 5 octobre 1961. Ces manifestants qui n'ont pas été massacrés par la police agissant sur l'autorité de Maurice Papon ont été internés. Et internés où? Dans un centre de rétention administratif à l'époque, qui se trouvait à Vincennes, et qui est toujours un centre de rétention administratif où sont placés aujourd'hui les exilés en situation irrégulière. Et par ailleurs, on pourrait ajouter, parce que là aussi c'est une disposition d'exception, la responsabilité administrative collective, massivement utilisée contre les indigènes, a là aussi et là encore été importée en métropole, d'une part dans la loi anti-casseurs du mi-temps des années 1970 et dans la énième loi sur la sécurité intérieure à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République et où cette responsabilité collective permet d'ores et déjà de poursuivre des personnes, non pas pour les actes violents qu'ils ou elles ont commis, mais pour le seul fait d'appartenir à une bande ou à un groupe qui a commis des actions violentes ou qui s'apprête à en commettre. Ce qui est une atteinte substantielle et très grave au principe de l'individualité de la peine. Et rappelez qu'en son temps, Robert Badinter avait violemment protesté contre cette disposition en disant qu'elle était inacceptable parce que pensée par lui à juste titre comme une disposition d'exception. Alors cette approche que vous développez là, vous pouvez la développer aussi parce que vous avez une formation de juriste. Je rappelle qu'au départ, vous n'êtes pas historien stricto sensu. Ça peut-être aussi participer des difficultés de réception du premier livre, qui était un livre historique. Votre travail est passé après, donc colonisé et exterminé, précisément par des analyses autour de l'indigénat, de ces dispositifs juridiques dont vous venez de parler, de l'hygiénisme aussi. Oui, alors plus spécifiquement dans les colonies, de la médecine et de l'hygiène coloniale, dans la mesure où, là aussi et là encore, dès lors qu'on veut implanter des populations significatives européennes et françaises dans les colonies, que ce soit dans les colonies de peuplement ou dans les colonies d'exploitation, il a fallu développer, et la France de son lieu a été très en retard, il a fallu développer une médecine et une hygiène coloniale. Et la France, plus exactement ces médecins et ces hygiénistes, se sont beaucoup inspirés des procédures, des dispositifs et des méthodes employées par la Grande-Bretagne qui étaient très en avance de ce point de vue-là, en ajoutant ceci que, et ça participe dans un champ particulier de l'expression de représentation raciste, dans la mesure où, pour reprendre cette expression terrible, les indigènes en général et plus particulièrement les femmes sont pensés, je cite un médecin, comme un réservoir à virus, autrement dit comme faisant peser des menaces extrêmement importantes sur la sécurité sanitaire des Français et des Européens, ce pourquoi il faut organiser dans certains cas des hôpitaux, des villes ségrégées pour mettre à distance les indigènes par rapport aux populations européennes et protéger ce faisant ces populations européennes de toute une série de maux imputés aux indigènes, notamment tout ce qui relève de maux épidémiques et notamment de maladies vénériennes pensées comme extrêmement dangereuses. J'ajoute même qu'il y a un médecin qui fait cette découverte stupéfiante, il publie un ouvrage qui est intitulé « La syphilis arabe » et il fait cette découverte, ou croit faire cette découverte stupéfiante, que la syphilis arabe est beaucoup plus grave que la syphilis bien de chez nous, dans la mesure parce qu'elle est arabe. Parce qu'elle est arabe et en raison des spécificités médicales imputées aux Arabes et parce que, dit-il, elle affecte non seulement les adultes mais les enfants à naître. Alors, on va en finir avec votre parcours et en revenir à ce livre d'intervention, mais le geste même d'un historien rigoureux, professionnel, qui décide d'utiliser son travail pour intervenir, en soi, il est intéressant, évidemment. Au départ, vous avez travaillé sur la citoyenneté. C'est vos tout premiers travaux. Oui. Vous n'êtes pas un historien des colonies au départ. Non, alors d'abord, je ne suis pas historien, à proprement parler, parce que mon champ disciplinaire, institutionnel et officiel, c'est la science politique. Mais compte tenu des objets qui ont été les miens, et c'est vrai pour la citoyenneté, mais c'est vrai pour la question coloniale, c'est vrai pour l'État colonial, c'est vrai pour les guerres coloniales, ces objets sont au fond des objets qui supposent une approche à la fois dédisciplinarisée, pour prendre un
une démarche et un concept emprunté à Michel Foucault. C'est l'objet qui prime. Exactement. Décider de la façon dont on l'aborde. Absolument, parce que l'objet colonial, et les contemporains le disaient, a dit la colonisation est un fait social total. Or, si l'on veut rendre compte de façon aussi précise et complète que possible de la colonisation, il faut bien aborder cet objet à la fois comme un objet historique, comme un objet politique, comme un objet juridique, ce que ça a été, parce que le droit colonial a été extrêmement important. Il faut l'aborder aussi comme un objet éventuellement psychanalytique, ce que certaines et certains ont fait. Certains, je pense à Frantz Fanon, certaines, je pense à Karima Lazali, qui a montré qu'effectivement les conséquences, comme Frantz Fanon d'ailleurs, que les conséquences des guerres extrêmement violentes, les conséquences de l'exploitation et de l'oppression particulièrement brutale infligée aux indigènes, ont eu des conséquences sur leur psyché et ont eu, au regard de l'extraordinaire brutalité, notamment de la dernière guerre d'Algérie après le 1er novembre 1954 et des massacres du 17 octobre 1961 en France, ont eu des effets traumatiques évidents, à la fois sur les victimes directement et, comme c'est bien connu aussi, sur leurs éventuels descendants, pour une raison très simple, c'est que dans certains cas, des fratries, des proches, des pères, des mères, des oncles, des grands-pères ont été assassinés et que ça crée des trous, évidemment, dans des généalogies qui sont souvent tues, pas expliquées et qui posent évidemment de très gros problèmes pour celles et ceux qui viennent après. L'objet est global et donc l'approche doit être totale. À la fois une approche disciplinarisée et une approche, pour user d'un néologisme et d'un barbarisme, au fond déchronologisée, dans la mesure où il s'agit de montrer effectivement, à la suite de Foucault, mais aussi à la suite d'Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, consacre un volume entier à l'analyse de l'impérialisme. Et si elle consacre un volume entier à l'impérialisme, c'est parce qu'elle est convaincue, et elle le démontre, que l'expérience impériale des grandes puissances européennes a été, ou peut être considérée, pour le dire en ces termes, comme une sorte de gigantesque laboratoire où ont été, si je puis dire, expérimentées des idéologies, des représentations racistes, mais aussi expérimentées des méthodes de guerre, des techniques répressives qui ont été effectivement importées sur le vieux continent, en Europe, et dont, entre autres, Adolf Hitler s'inspire. On oublie trop souvent que l'un des modèles d'inspiration d'Hitler, lorsqu'il déclenche la guerre contre l'Union soviétique, il commence à élaborer, l'élaboration est antérieure, le concept d'espace vital, il s'inspire en très grande partie de méthodes employées par les Britanniques pour la conquête de l'Inde, qui fascine tous les contemporains à l'époque et qui fascine Adolf Hitler, dans la mesure où les Britanniques, avec quelques centaines de milliers d'hommes, ont été capables de soumettre le sous-continent indien dans sa totalité. Il faut rappeler que l'Inde britannique et anglaise comprend le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, c'est-à-dire un territoire énorme avec des populations très importantes, et que les Britanniques ont réussi à soumettre l'ensemble avec si je puis dire, une économie de moyens militaires et politiques extraordinaire. Et Hitler y fait tout à fait référence lorsqu'il pense la guerre totale qu'il va déclencher contre l'Union soviétique, et il s'inspire de ce qu'il s'est passé entre autres là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il reproduit, ça veut dire qu'il s'inspire et qu'il modernise et adapte évidemment les méthodes qu'il va employer. De cela, Hannah Arendt était parfaitement consciente, et donc ça oblige aussi, là encore, à une démarche très singulière pour voir comment un certain nombre de techniques, de méthodes employées dans le cadre des colonies ne sont pas des techniques et des méthodes complètement passées, mais qu'elles sont toujours pour partie, alors sous des formes singulières, employées aujourd'hui en Europe en général, et évidemment aussi en France. Et chacun sait que le phénomène s'est reproduit à propos de Maurice Papon lorsqu'il est nommé préfet de police de Paris. Il a sévi antérieurement à Constantine, et lorsqu'il est nommé à Paris, il ne vient pas seulement avec ses hommes, il vient avec les techniques de la guerre contre-révolutionnaire élaborées pendant la guerre d'Algérie, qu'il applique non plus dans les départements français d'Algérie, mais à Paris, dans la région parisienne, avec le terrible succès, si j'ose dire, que l'on sait, c'est-à-dire massacre, torture, exécution sommaire. Alors, tout cela s'est inversé au vaste dossier de l'enracinement de ce que le XXe siècle a eu de pire, le nazisme en particulier, en réalité dans l'histoire de l'Occident,
C'est pas quelque chose de postiche qui est arrivé comme ça, sans qu'on sache d'où ça sort. Il y a d'autres éléments. Par exemple, on sait que les lois raciales des nazis, en réalité, s'inspiraient des lois raciales des États-Unis. Et qu'elles allaient même moins loin que les lois raciales des États-Unis contre les Noirs. Il y a eu un livre là-dessus de James Whitman qui a été traduit en français. Tout ça, et ça nous ramène à nos oradours coloniaux et au scandale Apathy, se dire tout ça, c'est extrêmement blessant pour nous, pour l'image que nous avons de nous-mêmes, les Européens, qui avons apporté la lumière au monde. C'est insupportable. Alors oui, c'est insupportable. Et relativement à l'expression de oradours coloniaux ou des Gestapo françaises, contrairement aux incultes qui se sont précipités devant les micros et les caméras pour dire c'est scandaleux de faire la comparaison, rappelez que dès décembre 1945, un député du Parti communiste algérien qui est présent à l'Assemblée fait référence à Oradour. Et s'il fait référence à Oradour, c'est parce qu'il pense aux massacres terribles qui ont été commis par l'armée française et des milices européennes composées de civils à partir du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata, et rappeler que ces massacres ont fait entre 30 et 35 000 morts. Et que la référence à la Gestapo française et à des oradours coloniaux est une référence assez commune à l'époque, et notamment très commune ou assez commune chez un certain nombre de résistants qui ont joué un rôle très important. Je pense en particulier à Claude Bourdet, dont il faut rappeler qu'il a été compagnon de la Libération, qu'il est responsable du groupe Combat, qu'il est présent dans les instances nationale de la résistance, et qui, en 1955, publie dans le journal, l'hebdomadaire qu'il a créé, qui s'appelle France Observateur, un article « Votre Gestapo française », parce qu'au regard des informations qui sont les siennes et qui sont celles de très nombreux contemporains à l'époque, il estime en effet que les méthodes employées par l'armée en Algérie sont des méthodes similaires à celles de la Gestapo. C'est le cas aussi, faut-il le rappeler, de Paul Tedjen, ancien résistant, torturé à Nancy, déporté à Dachau, secrétaire général de la préfecture d'Alger, qui, constatant, après avoir visité des prisonniers qu'ils ont été torturés, constatant qu'un certain nombre de ces prisonniers ont subi la disparition forcée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus prisonniers mais qu'ils ont été exécutés sommairement, démissionne de ses responsabilités, et dans la lettre qu'il adresse au ministre résident, il fait référence à son expérience de déporté et de torturé. Enfin, et on aura du mal à nous faire croire que celui-là, à l'époque, est un gauchiste invétéré, Hubert Beuve-Méry, directeur du journal Le Monde, s'engage, et il engage à la fois sa personne et son journal, en faisant lui aussi référence à la Gestapo française et aux méthodes employées par l'armée en Algérie. Donc la référence est commune, et il faut préciser, au regard des personnalités qui utilisent cette référence, et Hubert Beuve-Méry est aussi un résistant, qu'il ne s'agit pas pour eux de minorer si peu que ce soit les crimes commis par les nazis, et moins encore, si j'ose dire, la destruction des Juifs d'Europe, mais de signaler que ces méthodes sont d'autant plus inacceptables que ces méthodes ne sont pas employées par un régime totalitaire, mais par une république qui trahit ses principes et qui trahit les idéaux pour lesquels ils se seront mobilisés pendant la résistance: la liberté, l'égalité et la fraternité, et bien sûr aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quand Jean-Michel Apathy a fait cette déclaration qui a fait tant scandale, l'ARCOM, l'institution d'État qui est censée contrôler les contenus la légalité des contenus dans les médias, a dit qu'elle allait ouvrir une enquête. Ce qui est évidemment comique, puisque tous les gens qui sont au fait de l'histoire de la colonisation savent qu'il y a eu effectivement l'équivalent d'Oradour sur Glane. Donc cette institution d'État, finalement, est parfaitement ignorante. Parfaitement ignorante et victime de l'extraordinaire puissance du roman impérial républicain, dans la mesure où ceux qui le soutiennent, qui sont des responsables politiques, hélas aussi parfois des historiens, je pense à Pierre Nora qui récemment et en 2013 a repris une analyse éculée du colonialisme en considérant qu'il était une forme d'expression de l'universalisme à la française, ce qui passe aujourd'hui pour audacieux, mais qui, quand on le contextualise, est en fait fait de Pierre Nora un ventriloque du roman impérial républicain. Et si tout cela fonctionne si bien, si je puis dire, c'est parce qu'au fond, comme toutes les idéologies, les défenseurs de ce roman impérial républicain prétendent non pas incarner une vision idéologisée de l'histoire, une mythologie, mais prétendent incarner et dire le vrai sur l'histoire. D'où l'extraordinaire puissance de ce roman impérial républicain et de ce roman national républicain, et avec en miroir, si j'ose dire,
dans la mesure où ils sont supposés incarner la vérité de l'histoire, ceux qui contestent ce roman impérial républicain sont immédiatement et le plus souvent taxés, alors aujourd'hui d'islamo-gauchistes, et sous des formes plus nuancées, considérés comme exagérant par trop ce qui a été commis dans les colonies. Et au fond... Dressant un tableau trop noir et pas assez nuancé. Voilà, un tableau trop noir, pas assez nuancé. Et au fond, on voit très bien quelle est la fonction, ou l'une des fonctions de ce roman impérial républicain, c'est entretenir constamment la thèse fausse, évidemment, selon laquelle la France et la République demeurent innocente et pure, et que si massacres et crimes il y a eu, ces crimes et ces massacres ne sont pas le signe de l'État, de la République, ne sont ni des crimes d'État, ni des crimes commis par la République, mais des crimes commis par quelques individus en perdition. C'est des accidents, quoi. Des accidents, des bavures, regrettable, et rappeler, pour en donner un exemple très immédiat et contemporain, que c'est effectivement la fable mobilisée, élaborée plus exactement par les conseillers en communication d'Emmanuel Macron à propos du 17 octobre 1961, où Emmanuel Macron fait croire ceci, que la responsabilité du massacre du 17 octobre 1961 incombe uniquement à Maurice Papon, ce que aucun historien, aucun spécialiste de la Ve République et aucun spécialiste des rapports entre le pouvoir politique et le préfet, surtout en période de crise, ne peut croire. C'est donc là aussi, là encore, un mensonge d'État, une fable officielle, mais dont on voit bien quelle est la fonction, faire croire, encore et toujours, que la France et la République sont fidèles à leurs très glorieux principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Jamais de réflexivité, finalement, jamais de retour sur soi-même, toujours la défense de l'innocence, quoi. Toujours la défense de l'innocence, parce que, encore une fois, on touche à des éléments fondamentaux de ce que j'appelle aussi l'exceptionnalisme français, c'est-à-dire la thèse développée depuis très longtemps, selon laquelle la France se distingue évidemment des autres pays par sa fidélité aux Lumières, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et sa fidélité aux principes, encore une fois, de liberté et d'émancipation. Il faut préserver avant tout cette image que nous avons de nous-mêmes. J'aime beaucoup la citation de Montesquieu que vous avez mise en tête du premier chapitre. Montesquieu qui écrit au début du XVIIIe siècle « Si je savais quelque chose qui fût utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe et au genre humain, je la regarderais comme un crime. » Et oui, et Julien Benda, qui est très sensible à un certain nombre de textes des Lumières, écrit dans un ouvrage très important et qui devrait être lu, La trahison des clercs, et montre comment, effectivement, ces clercs, plus tard, ont trahi leur discipline, et en lieu et place de ce qui, à l'époque, pouvait être interprété à juste titre comme une forme de cosmopolitisme, ont, au fond, nationalisé leur pensée, leur conception, et se faisant participer, évidemment, de façon très active à l'élaboration de ce roman national républicain. C'est-à-dire que le véritable universalisme, il ne consiste pas à défendre les prétentions universalistes de sa propre partie, ses prétentions à soi. C'est-à-dire ces prétentions universalistes qui sont en fait une forme euphémisée d'ethnocentrisme et de francocentrisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Lecault-Grandmaison, d'être venu nous présenter ce livre, pas seulement ce livre, aussi la démarche d'ensemble qui est votre démarche de chercheur. Oradours coloniaux français, donc contre le roman national, aux éditions des Liens qui libèrent. Merci. Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Grande Hache. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre sur le réseau social Blue Sky, le profil de La Grande Hache, ou sur Facebook, la page de l'émission et le groupe de discussion La Grande Hache, Histoire et Idées. N'oubliez pas surtout que l'indépendance a un coût. Alors, si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou bien à faire un don défiscalisable sur notre site internet campagne.lemediatv.fr. Vous pouvez aussi bien sûr parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. À bientôt sur Le Média.